Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission internationale sur ce plateau de TV5 Monde avec RFI et le journal Le Monde. Pour ce dernier grand entretien de l'année 2018, nous avons choisi de vous faire rencontrer un homme engagé. Il est médecin, cardiologue et ses patients, ce sont des enfants, ceux de son pays, le Mali. Le 10 septembre dernier, l'hôpital qu'il dirige dans la capitale, à Bamako, a réalisé la première opération à cœur ouvert d'une fillette, Fanta, âgée de 6 ans. Aujourd'hui, Fanta va bien et depuis, 58 autres enfants ont subi une chirurgie cardiaque dans cette unité. Le docteur Diarra est notre invité. Avant de le retrouver, je vous propose ce document des actualités françaises de 1967. Il y a plus de 50 ans, au Cap, en Afrique du Sud, la première greffe du cœur était réalisée par le professeur Barnard. Dans ce pays, en plein apartheid, cette prouesse médicale va surprendre le monde entier. Au Cap, c'est un exploit sans précédent que vient de réaliser l'équipe du professeur Barnard en greffant le cœur d'une jeune femme tuée dans un accident de la circulation à Louis Washkansky, 56 ans. Le chirurgien et ses collaborateurs affichaient un optimisme volontairement modéré. Les jours qui viennent seront décisifs, a dit le professeur après son étonnante intervention. Bonjour, professeur. Bonjour. Professeur, parce qu'on vous appelle beaucoup professeur, mais vous souhaitez être appelé docteur. Diarra. Bonjour, docteur Diarra. Merci d'avoir accepté cette invitation. Cette première, cette opération, cette greffe sur transplantation sur le continent africain, qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous? Que l'Afrique peut offrir quelque chose de bien, quelque chose de formidable, au lieu d'offrir toujours ce visage de malheur, de guerre, de famine. Enfin, l'espoir pouvait naître au cœur des enfants que nous étions à l'époque. C'était il y a plus de 50 ans et pourtant c'était un pays où régnait l'apartheid. Oui, ça veut dire que les difficultés n'empêchent pas les gens d'évoluer. C'est la volonté ferme de vouloir aller de l'avant, de se dépasser, de se surpasser. C'est ce qui prévaut généralement dans la détermination du destin d'un homme. Alors, avant de poursuivre cet entretien, docteur Diarra, avec RFI et Le Monde, je vous propose ce focus. Il a été réalisé par Laurie Fachot et Emmanuel Marty. Allez, on vide le cœur. Faut vider. Là, on est en plein débit, on peut couper les poumons. C'est la première fois que ces mots résonnent ici à Bamako. Nous sommes le 10 septembre 2018. Une petite fille vient d'être opérée à cœur ouvert dans la capitale du Mali. Fanta, 6 ans, souffrait d'une malformation du cœur. Aujourd'hui, elle va bien. Le Mali est un pays où l'accès aux soins est difficile. Près d'1 habitant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. Mamadou Bokari Diarra, vous êtes cardiologue. Vous dirigez l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg à Bamako, au sein duquel a été construite cette unité de chirurgie pédiatrique grâce à l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Un défi dans votre pays. La mortalité infantile a bien été divisée par 2 ces 30 dernières années, mais les structures hospitalières restent défaillantes, le personnel de santé insuffisant. Vous et les autres médecins du Mali êtes confrontés à plusieurs défis sanitaires. S'il est vrai que les maladies transmissibles, comme la poliomyélite, sont en recul dans votre pays, comme dans une grande partie du continent africain, les dépenses de santé, elles, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et pourtant, depuis septembre dernier, 48 enfants ont été opérés à cœur ouvert au sein de votre hôpital. Une lueur d'espoir, fragile, dans un pays rongé par la guerre. Un premier pas, peut-être, une dynamique dans un pays où il est aujourd'hui difficile de conjuguer ces impératifs, la paix, l'éducation, la santé et le développement. Docteur Diarra, Marilyn Baumard du journal Le Monde et Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoints. Depuis l'opération de la petite Fanta, on le disait, il y a près d'une 60aine d'enfants qui ont bénéficié de cette chirurgie. Ces actes opératoires sont réalisés par des équipes mixtes franco-maliennes. L'objectif à terme, c'est que les chirurgiens maliens puissent opérer seuls. Alors, il faudra quel délai pour que cela puisse se réaliser? Un délai d'environ 1 an et demi. Nous comptons encore avant ce délai sur l'accompagnement de la chaîne de l'espoir au point de vue surtout expertise. C'est l'ONG qui a fixé. C'est l'ONG qui a été à la base du démarrage de l'unité.
Donc, c'est parce que ces médecins maliens et ces chirurgiens maliens, nous n'avons pas attendu la construction du centre pour commencer leur formation. Parce que je travaille avec le professeur Deloche depuis plusieurs décennies. Celui qui a fondé la chaîne de C'est lui qui l'espoir. a fondé la chaîne de l'espoir. Nous avons essuyé pas mal de désillusions, mais nous n'avons pas lâché. Nous pensions toujours qu'un jour, nous pourrions toucher le bout du tunnel, c'est-à-dire la construction de ce centre. Et la Providence est venue à notre secours. Parce qu'il y a eu ce don de 2 millions. Parce qu'il y a eu le don de Mme Festock. Et voilà, grâce à ce don, nous avons pu construire le bloc chirurgical. Docteur Diarra, depuis 4 mois, je crois que c'est 58 opérations qui ont eu lieu. Depuis septembre, c'est 58 opérations, peut-être 60 aujourd'hui, parce que ça continue. Ça ne s'est pas arrêté. Les équipes se relaient de façon continue. Et je pense qu'on n'arrêterait pas de sitôt. Ça fait pratiquement 15 patients par mois. Est-ce que vous allez tenir ce rythme? Non, nous comptons doubler ce rythme. Pas le tenir, mais le doubler. Parce que nous avons un volume d'attente considérable. Et quand le bloc était fini et qu'on avait démarré la première opération, le registre d'attente était à plus de 3000 enfants. Ça, c'est ceux qui ont pu venir à Bamako. Ceux qui n'ont pas pu venir à Bamako, c'est-à-dire que la liste est est loin d'être une liste exhaustive. Le centre n'existait pas. Le centre n'existait pas. Donc, ce n'était pas la peine que les gens se mobilisent pour venir à obtenir des soins qui sont pratiquement illusoires. Alors, dans ce centre aujourd'hui, docteur, vous avez combien de chirurgiens qui travaillent avec vous? Qu'est-ce que c'est les équipes? Nous avons 3 chirurgiens maliens assez bien formés, mais pour le moment, nous ne voulons pas les lâcher. Ils sont en binôme avec les chirurgiens expatriés. Les chirurgiens expatriés, ce n'est pas une équipe, c'est plusieurs équipes qui se relaient. Des chirurgiens français? Des chirurgiens français. Il y a un Italien dedans. Et peut-être qu'il y aura d'autres nationalités. Ça dépendra de la capacité de mobilisation de la chaîne de l'espoir. Mais c'est toujours la médecine française qui est à l'honneur et l'expertise française qui est à l'honneur. Mais dites-moi, 3 chirurgiens, oui, c'est pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup, mais il y a d'autres jeunes qui sont en formation. Peut-être même qu'il existe des chirurgiens chevronnés, déjà formés, qui exercent en Europe. Donc, comme il n'y avait pas de structure d'accueil, maintenant avec la création de ce centre, probablement ils vont revenir au pays et prêter main forte pour renforcer l'équipe sur place. Parce que je crois qu'il faut 8 chirurgiens, c'est ce que vous nous aviez expliqué. C'est notre souhait. Malien, pour que ces 2 blocs puissent fonctionner. Pour que les 2 blocs puissent fonctionner de façon permanente. C'est-à-dire chaque bloc pourrait faire à peu près 2-3 interventions par jour. Donc ça va de beaucoup améliorer la prise en charge. Quand bien même que ça ne serait pas suffisant pour le volume de l'attente, mais ça va améliorer. Et alors, il y avait 600 enfants qui avaient été opérés là, depuis les années 2000. Depuis les années 2000. Par la chaîne de l'espoir. Par la chaîne de l'espoir. Ils étaient envoyés en France. Oui, envoyés en France. Donc, ça faisait à peu près une 40aine d'enfants par an, au maximum. Donc, c'était nettement insuffisant. Voilà, parce que là, vous allez 35 par mois. On remercie les partenaires pour l'effort qu'ils ont eu à faire. J'ai une question sur les financements. Oui. Donc, il y a eu une mise de départ pour faire démarrer le centre. Je crois qu'il y a eu 2 millions, c'est ça 2 millions de dons de la part d'une dame de plus de 80 ans. Une Française, Madame Festock. D'origine vietnamienne, il faudrait le préciser. Et qui aidait déjà la chaîne de l'espoir par le passé, mais qui, à cette occasion-là, avait fait la promesse avec son défunt mari de vouloir aider à hauteur de 2 millions d'euros la chaîne de l'espoir. D'accord, mais alors ma question, c'est dans le temps, comment ça va évoluer? Parce que j'imagine qu'une unité pareille, ça coûte cher à entretenir. C'est aussi l'objet de cette émission-là. Et dans nos pays en voie de développement, les structures doivent évoluer. Les structures doivent évoluer et les structures ne peuvent pas évoluer en se passant des opérations à cœur ouvert. Ça fait partie intégrante de l'évolution des structures de santé dans nos pays. Deuxièmement, cette structure répond à quelque chose de préoccupant, je dirais même quelque chose de poignant. Il s'agit de la santé de nos enfants. Vous ne pouvez pas laisser les enfants au sort d'une sélection naturelle, pour que tous ceux qui sont cardiaques puissent s'en aller et seulement ceux qui n'ont pas mal au cœur vont survivre. C'est une grosse proportion, les enfants. C'est immoral, à la limite immoral.
Donc, il fallait que cette structure existe pour répondre à ce besoin-là. Et le fait que nous entrons de plein pied dans la modernité des soins va obliger les structures qui ne s'occupent pas de ce genre de soins de se hisser vers le haut. Parce que la médecine est, je dis toujours à n'importe qui veut l'entendre, qu'elle était rudimentaire, voire moyenâgeuse sur nos continents. Ce genre de structure va nous permettre d'ouvrir les yeux. C'est une gifle à l'endroit de nos décideurs pour qu'enfin, nos enfants puissent avoir des soins dignes de ce nom qui ne sont pas au-dessus des moyens de nos pays. Mais vous avez la garantie du financement continu de la structure? Je dis ce n'est pas au-dessus des possibilités de nos pays. Il s'agit d'une volonté politique qui doit se manifester, une décision de l'ensemble de la population malienne qui doit fédérer, faire une synergie pour la prise en charge de nos enfants malades du cœur. Chaque pays choisit ses vivants et ses morts en fonction des budgets, de l'orientation qu'on donne au budget à l'intérieur de ces pays-là. Marie-Line. Donc là, vous avez fait un grand pas vers la modernité avec l'ouverture de cet hôpital au Mali, mais on peut dire qu'il y a combien de pays en Afrique qui aujourd'hui peuvent pratiquer ce même type d'opération sur les 54 pays? Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Des organisations existent. Des projets ont été mûrés et ficelés. Il s'agit de dépasser l'étape de l'organisation et des projets. Mais alors, combien ont intégré ce type de bloc opératoire et d'hôpital dans le système national de santé? Ça existait en Côte d'Ivoire. Malheureusement, avec la guerre, le système bat de l'aile. Le Sénégal vient de bénéficier, grâce à l'appui de la chaîne de l'espoir, le Sénégal vient de bénéficier d'un bloc similaire. Mais ailleurs, c'est le vide total. Ailleurs, c'est le vide total. Vous ne pouvez pas imaginer que des pays et des pays ensemble n'arrivent pas à dresser des structures pour les soins appropriés. Alors justement, docteur Diarra, je voudrais, pour poursuivre cet entretien, vous faire entendre ce qu'a dit le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, il y a tout juste un an, face au président français Emmanuel Macron, qui était en visite dans ce pays au Ghana, à Accra. On l'écoute. Nous ne pouvons plus continuer à élaborer des politiques pour nous-mêmes, notre pays, notre région et notre continent, basées sur l'aide que les Occidentaux, la France ou l'Union européenne peuvent nous donner. Cela ne marchera pas, cela n'a jamais marché et ne marchera pas. Notre responsabilité est de trouver un moyen de développer nos pays nous-mêmes. Pour un pays comme le Ghana, indépendant depuis 60 ans, il n'est pas normal qu'aujourd'hui les budgets de la santé et de l'éducation soient dépendants de la générosité et de la charité du contribuable européen. Aujourd'hui, nous devrions être capables de financer nous-mêmes nos besoins élémentaires. Pour rebondir donc par rapport à votre réponse sur ce que vous demandez, Marie-Line Baumard, du Monde, cette absence de structure en Afrique, c'est parce qu'il n'y a pas d'énergie qui se mobilise sur le continent. Le président ghanéen dit on doit pouvoir se mobiliser nous-mêmes. Je ne jette la pierre à personne, mais le président ghanéen dit très bien qu'il est temps de relever la tête et d'assumer nos responsabilités nous-mêmes. Ça, c'est fondamental. Il est hors de question de passer toute notre vie à pleurnicher sur une colonisation qui n'est plus d'actualité. Il n'y a pas un seul peuple qui n'ait pas été colonisé. Comme le dirait Obama, ce n'est pas un problème de tomber. Le plus difficile, c'est de se relever. Beaucoup de peuples se sont relevés d'eux-mêmes. Si vous prenez le cas de la Corée du Sud, c'était un pays en voie de développement il y a à peu près 30 ans. Rien n'existait. C'est un pays qui montre au monde entier ce que vaut la détermination des peuples pour aller de l'avant. L'Afrique doit cesser de pleurnicher sur elle-même. La chaîne de l'espoir nous a mis les pieds à l'étrier. Nous avions besoin de cela pour démarrer. Mais cela ne peut pas être une fin en soi. Cela ne peut pas être une fin en soi. Il est temps de s'organiser à l'intérieur de nos pays pour nous prendre en charge nous-mêmes, surtout prendre en charge nos enfants.
Ça, c'est fondamental. Vous attendez de la part des pouvoirs publics ou vous attendez de la part du privé qu'ils se mobilisent? J'attends de la part du pouvoir public, je n'en ai aucun doute, parce que nous avons un ministre qui est sorti du sérail, qui est chercheur. Je suis certain qu'il a les outils nécessaires pour mettre en œuvre une politique digne de ce nom. J'attends aussi de la part du privé des organisations non gouvernementales sur place, maliennes ou africaines, pour que nous nous donnions la main. Le tout, c'est d'expliquer aux uns aux autres le bien fondé. Et le bien fondé de ceci, ça ne fait l'objet d'aucun doute. Mais ça veut dire que là, vous avez demandé que votre hôpital s'intègre dans le dispositif national de santé. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Notre hôpital est déjà intégré. Au niveau financement, pour votre bloc opératoire est déjà intégré dans le... Je voudrais que le regard se tourne davantage. Parce que maintenant, la structure qui vient d'être créée est au-delà des capacités de l'hôpital en matière de fonctionnement. Il faut que l'État regarde, il faut que les caisses d'assurance maladie se mettent à notre disposition, il faut que l'Agence nationale d'assistance médicale nous aide dans notre parcours et que même les dons qu'on appelle la zakat des confréries religieuses puissent, au lieu de distribuer à n'importe comment, puissent fédérer leur synergie pour que, enfin, nous puissions. Je pense que la possibilité existe. Et ce n'est pas mon rôle c'est d'abord les soins, mais je me fais un plaidoyer pour que vraiment ceci puisse voir le jour un jour. Docteur Yara, vous avez même été frappé, je crois, à la porte de Muammar Kadhafi à une époque pour trouver des financements, ça n'avait pas marché. J'ai envie de demander, peu importe d'où vient l'argent quand il s'agit de sauver des vies? Pas peu importe, mais peser le pour et le contre. Quand Mme Festock a fait son don, j'avais honte. Parce que je sais qu'à l'intérieur de mon pays, il y a des gens qui auraient pu faire la même chose et qui n'ont pas fait ceci. Qu'elle accepte, avec la volonté de son défunt mari, de donner 2 millions d'euros à l'humanité. Je dis à l'humanité parce qu'elle n'a pas choisi le Mali. Pourquoi elle l'a fait selon vous? Elle croit en l'homme. C'est une personne généreuse. Elle n'a jamais eu d'enfant. Ça ne l'a pas empêché de voler au secours d'autres enfants. Peu importe de quel pays qu'il soit, peu importe de quelle nationalité qu'il soit, peu importe de quelle religion qu'il soit, elle a voulu sauver des enfants. Mais ce que vous dites en creux là, c'est que les gens qui ne le font pas aujourd'hui au Mali et qui auraient les moyens de le faire, eux, empêchent le développement du pays. Ça, c'est absolument certain. Parce que ça ne sert à rien de prendre l'avion tous les jours pour aller se soigner par-ci, par-là. Parce qu'un jour viendra où vous ne pourrez certainement pas prendre cet avion-là. Il faut que les structures sur place répondent, existent. Et il ferait mieux d'investir dans les structures sur place. Je voudrais justement qu'on voit les besoins qu'il existe au Mali avec cet extrait d'un reportage qui a été consacré à l'ouverture de votre unité. Les enfants que vous opérez, vous les choisissez. Tous n'auront pas la chance d'être opérés. On vous écoute dans cet extrait d'un reportage d'Élise Le Guével qui était consacré à cette unité de cardiologie pédiatrique. Ça, ce sont les registres de la liste d'attente. De la liste d'attente? Oui, des enfants malades du cœur. Il y en a qui sont décédés avec des pathologies parfois très simples. Voilà, décédés. C'est des visages, c'est comme des coups de poignard pour moi. Quand je vois un enfant qui est décédé, c'est comme un coup de poignard. Alors on comprend bien ce que vous ressentez, docteur Diarra, face à tous ces enfants qui sont en attente d'une chirurgie, un permis de vivre en quelque sorte. Plus de 2500 enfants aujourd'hui attendent. Comment les choisissez-vous? Nous sommes obligés de serrer, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'opérer pour opérer. Il s'agit de donner le maximum de chances de survie à un enfant. Et donc, nous opérons en fonction de la liste d'attente, mais aussi en fonction de l'urgence. Il n'y a pas question de faire de passe-droit. Ça, c'est absolument certain. Mais il y a aussi des cas, des enfants qui attendent depuis tellement longtemps.
Il y en a qu'on peut encore sauver, il y en a qu'on ne peut plus sauver. Il ne serait pas raisonnable de ceux qu'on ne peut pas sauver, de s'appesantir encore là-dessus. C'est très malheureux à dire, mais c'est un choix qu'on est obligé de faire. C'est-à-dire que ceux qui ont une espérance de vie limitée dans le futur, ceux-là, vous choisissez de ne pas les opérer? Pas pour l'instant. Quels sont les critères au niveau de l'âge? Parce que vous opérez des enfants, mais à partir de quelle limite vous mettez le curseur? Parce qu'il y a de jeunes adolescents qui doivent avoir besoin également. Les adolescents sont pris en charge parce que les adolescents d'aujourd'hui étaient les enfants d'hier. Ah oui. Donc, au niveau du premier enregistrement sur la liste d'attente, c'était un gosse de 6 ans, de 4 ans, voire parfois moins, et qui aujourd'hui est un adolescent. Tant que le cas n'est pas dépassé et que c'est encore opérable, nous avons accepté de les intégrer dans le programme opératoire. Mais comment est-ce qu'un médecin peut dire en regardant un enfant ou dire aux parents « on n'opérera pas votre enfant parce qu'on a attendu trop longtemps ». On ne le dira pas comme ça. Et comment est-ce que vous vivez ça? Comme un drame. Comme un drame. C'est pour cela que nous n'avons pas la même réaction vis-à-vis de l'amélioration et de la prise en charge des enfants. Si vous êtes décideur et que vous êtes retranché dans votre bureau, et quand vous êtes praticien et que vous avez la famille devant vous, l'enfant qui vous regarde depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, pour vous demander « venez-moi en aide », vous ne pouvez pas avoir la même réaction que celui qui n'est pas confronté à ce genre de réalité, à ce genre de situation. C'est pour cela que nous sent de la colère un peu, docteur Diarra. Vous êtes en colère contre certaines personnes dans votre pays qui auraient pu faire que les choses aillent plus vite? Je suis en colère contre le sort de mon pays, pas contre quelqu'un. Je pense que mon pays mérite beaucoup mieux que cela. Parce qu'au Mali, c'est tout de même un lit pour 10 000 habitants, je crois, selon les chiffres de l'OMS. Je crois que c'est le plus faible rapport entre le nombre de lits disponibles pour les patients et le nombre d'habitants. Comment vous expliquez que ce soit comme ça? Je crois que juste derrière, il y a Madagascar, il y a le Niger, mais le Mali est le pays où il y a le moins de disponibilité. C'est vrai que la santé est une priorité. Mais il ne faut pas se voiler la face, il n'y a pas que la santé. Je connais des régions de mon pays où les gens sont obligés de faire des kilomètres pour avoir un seau d'eau potable. Vous voyez qu'opérer un cœur devient en ce temps secondaire. Ça, c'est absolument certain. Qu'à cela ne tienne, il était temps que nous entrions de plein pied dans la modernité. Parce que ceci va ouvrir les yeux à plus d'un. Ceci va tirer le système de santé vers le haut. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est que jusqu'ici, quand nous avons ouvert ce bloc opératoire-là, même le système de nettoyage simplement de nos structures a changé de visage. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait à l'entrée de nos blocs opératoires? C'était des balais, c'était des serpillères. Il n'y avait pas de chaussures de bloc pratiquement, à fortiori de surchaussures. Donc, cette élévation du niveau des soins et de propreté a fait prendre conscience aux uns ou les autres que ce que nous étions en train de faire n'était pas exactement très bien et qu'il faut changer de méthode et de philosophie. Mais on ne creuse pas encore l'écart entre la capitale et les provinces reculées où il n'y a vraiment aucun accès aux soins? Et ça, c'est un peu partout. Et pour le moment, notre niveau de développement ne peut pas atteindre ceci, mais ce qu'il y a, et ce qu'il faut espérer, c'est que nous sommes dans une structure de soins universitaires. Des paramédicaux, des médecins, des spécialistes futurs sont là pour apprendre. Et le fait d'être confronté à ce genre de situation va certainement révolutionner non seulement l'apprentissage, mais la pratique médicale dans nos pays. Alors, ce que vous disiez juste précédemment sur ce cercle vertueux, en fait, est-ce que tout ça ne va pas intégrer de la prévention aussi? Parce qu'une médecine moderne, c'est une médecine qui sait opérer les cas très compliqués, mais c'est aussi une médecine qui prévient. Et on aurait peut-être beaucoup moins d'enfants malades du cœur si il y avait une prévention et s'il y avait des soins
de médecine de première instance plus important, non? Il est vrai que ces pathologies se divisent en deux cas distincts. Il y a les pathologies congénitales, c'est la même prévalence dans l'ensemble des pays de ce monde-là, mais il y a aussi le rhumatisme articulaire aigu qui fait des ravages. Alors des campagnes, alors que dans les pays développés, ça a pratiquement disparu. Et certains pays en développement ont pu réduire de façon drastique la prévalence de rhumatisme articulaire dans leur pays. Je veux parler du Costa Rica, par exemple, en faisant des campagnes de sensibilisation. Les campagnes de sensibilisation ont commencé en République du Mali. Malheureusement, ça s'est limité à une zone et avec une guerre larvée qui ne dit pas son nom. Toute la politique de santé a été compromise dans certains endroits du pays. Mais nous espérons que dès que le pays se sentira mieux, que nous allons faire notre possible pour joindre la prévention au curatif. Alors justement, vous parlez de ces zones où il y a encore des conflits au Mali. Le centre du pays est aujourd'hui très affecté, le nord toujours. Comment faire pour que les familles, les enfants qui sont dans ces zones-là puissent avoir accès aux soins? Est-ce que vous allez diligenter des équipes pour aller les chercher? Comment ça se passe? Parce qu'en fait, on dit que c'est Bamako essentiellement qui profite aujourd'hui de l'accès aux soins. Est-ce que vous allez... il y a 12% de la population, il y a 12% de la population qui bénéficie de 60% des soins à Bamako. Donc, comment faire pour que ces enfants, dans ces régions-là, puissent peut-être un jour bénéficier des soins qui sont prodigués à Bamako? Je ne suis pas politique, mais je pense que cet état d'insécurité permanent ne va pas perdurer et que la paix reviendra bientôt dans notre pays. Mais malgré ce climat d'insécurité, malgré la persécution de nos populations civiles, il y en a beaucoup qui arrivent à passer à travers les mailles du filet et qui arrivent à Bamako pour se faire soigner. Oui. Et ce que vous dites est absolument vrai. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à se nourrir. Donc, payer un voyage sur Bamako, c'est illusoire. C'est illusoire. Professeur Dr Diarra, comment est-ce que cette crise qui a commencé au printemps 2012, donc ça fait quand même de nombreuses années, comment est-ce qu'elle a affecté l'état des populations de ce point de vue de la santé? Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous savez à quel point est-ce que ça a fait régresser certaines régions, ou est-ce que cette très forte résilience des gens... Ça fait régresser énormément. Par exemple, la région de Mopti, que je connais particulièrement et d'où je suis originaire. Il y avait un tourisme. Il y avait un tourisme et le tourisme permettait à de nombreux jeunes de survivre en étant des guides touristiques, permettait aux hôtels de la région de vivre et permettait même aux paysans de vaguer à leurs occupations. Avec la crise, on ne peut plus aller au champ pour cultiver parce qu'on se met en insécurité, donc on ne peut plus se nourrir. Les bergers ont peur de sortir avec leurs troupeaux parce qu'ils peuvent se faire attaquer et se faire enlever le bétail. Donc ça fait que chacun est cloîtré chez lui-même, chacun est replié sur lui-même, donc il n'y a pas d'activité. Vous ne pouvez même plus aller au marché pour aller commercer. Donc vraiment, c'est une région qui est pratiquement en train de mourir. Donc cette insécurité ne profite ni aux djihadistes, parce que pour continuer à racketter les gens, il faut bien qu'il existe des gens à racketter. Ça ne profite à personne. Et je pense que la solution viendra très prochainement. Alors, puisqu'on parle de l'insécurité, etc., les ONG, les humanitaires, tentent de prendre en charge l'éducation, la santé, l'assainissement. Et au Mali, il y a ce nombre, je crois que c'est 4 millions de personnes qui nécessitent une prise en charge humanitaire. Alors, les personnels des ONG sont parfois devenus des cibles dans ces conflits. Et vous avez au Mali encore, c'est la dernière otage française, Sophie Pétronin, qui s'occupait d'une ONG pour l'enfance. Elle était dans le nord du pays et elle est détenue depuis près de 2 ans maintenant.
Ce travail humanitaire très précieux, ces humanitaires qui font le travail parfois à la place de l'État, que pensez-vous, vous, de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les ONG dans des pays où, comme le vôtre, il y a des conflits? Parce que ces conflits ne sont pas des conflits de gens vraiment organisés. C'est souvent les acteurs, ce sont des bandits. Des groupes armés. Des groupes armés qui se réclament d'une religion qu'ils ne respectent même pas, qui veulent le développement de leur région, mais ils s'en foutent éperdument. Quand vous faites une installation, par exemple de pompes solaires, ils viennent, ils vous l'arrachent. Quand les enfants veulent aller à l'école, ils viennent, ils ferment les écoles. Quand des ONG viennent pour animer une action de développement, ils se font prendre en otage uniquement pour la rançon que ça peut leur profiter. Dans ce désordre, personne ne gagne. Alors, il est temps que vraiment nous nous organisions pour mettre fin à cet état de fait-là, pour que nous puissions enfin amorcer un développement dans nos pays. Et il faut que les ONG restent? Bien sûr, chacun. La Chine a essayé par le passé de se développer en construisant le mur autour de la Chine. Ça n'a pas allé très loin. Aujourd'hui, elle est obligée de s'ouvrir. Personne ne peut se développer sans se confronter aux autres, sans se frotter aux autres. Nous avons besoin des autres pour nous développer, mais nous ne pouvons pas compter que sur les autres pour nous développer. Les autres peuvent nous aider à aller de l'avant, mais les autres ne peuvent pas nous perfuser de façon permanente. Il est temps que l'Afrique se prenne en charge, il est temps que nos pays se prennent en charge. Quand vous dites ça, on entend comme un appel de la société civile malienne. Voilà, malienne. Et l'appel de la société civile malienne, ce que j'exprime est la pensée de tous les Maliens qui se respectent et qui soient dignes de ce nom-là. Parce que nous avons suffisamment d'honneur et de dignité pour être là à attendre tout de l'étranger. Nous ne disons pas qu'il ne va pas falloir que l'étranger nous vienne en aide, mais dépendre de l'étranger serait indigne de nous. Et les politiques ne vous entendent pas? Je ne parle pas politique. Les partenaires du G5 Sahel ont fait des promesses à hauteur de 2 milliards et 400 millions d'euros. Est-ce que vous fondez certains espoirs? Alors c'est curieux parce qu'en fait, c'est une force militaire d'un côté et puis des projets de développement prioritaires. Ça inclut des projets, des programmes d'accès aux soins, des écoles, etc. Est-ce que vous fondez un espoir sur ce type de promesses? Si ça se réalise, parce que de moins en moins, on peut faire ce que l'on veut avec les dons, parce qu'il y a une conscience civile qui se développe. Au Burkina, c'était le ballet citoyen. Au Sénégal, ça a été Sopi ou je ne sais pas quoi. En Guinée, il y a des mouvements larvés qui se forment. C'est sûr que dans les décennies à venir, sinon dans la décennie à venir, la politique dans nos pays ne sera plus la même que la politique il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ça, c'est au niveau de la politique. Elle ne pourra plus se faire comme avant. Avec le développement de l'Internet, des réseaux sociaux, la communication a pris un poids considérable. Ça, c'est deux. Deuxièmement, le politique est obligé de s'adapter à la citoyenneté. Et ce que la citoyenneté voudra, c'est ce qui se fera dans les années à venir. Je voudrais, docteur Gara, qu'on revienne sur votre unité qui opère ces enfants-là, cette unité de chirurgie cardiaque. Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui au Mali de former vos propres chirurgiens? Pas encore. Mais j'espère que cela va venir. C'est pour cela que nous avons eu besoin de l'expertise de la chaîne de l'espoir et de l'accompagnement de la chaîne de l'espoir pour nous aider à pénétrer les milieux de plus en plus fermés hospitaliers en France. Parce que pour avoir un visa aujourd'hui, pour venir étudier en France, c'est la croix et la bannière. Et je ne me cache derrière rien, je l'affirme. Vous avez vécu des difficultés vous-même? Personnellement, j'ai vécu des difficultés. J'ai encore mon passeport civil qui est déposé au consulat de l'ambassade de France et je n'ai toujours pas mon visa. Je suis obligé d'utiliser un visa de service
pour un service dont je ne suis plus en fonction. Donc vraiment, c'est lamentable. Et il est temps qu'on permette, quand on est quand même d'un certain niveau d'instruction, on est investi d'une certaine fonction, que l'on ne soit pas aussi suspicieux vis-à-vis des gens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens de 60 ans qui ne voudraient pas venir en France comme immigrés, mais je suis... Parce que vous avez 60 ans. Oui, parce que ce n'est pas mon cas. Pour rien au monde, je ne voudrais m'expatrier en France. Alors, vos 3 chirurgiens qui travaillent avec vous, oui. Où est-ce qu'ils ont été formés, eux? Ils ont été formés en France, en partie. Ils ont été formés en Tunisie, en partie. Ils ont été formés à Dakar, en partie. Et parce que des chirurgiens français étaient venus pour animer le centre de Dakar. Donc on a profité pour glisser les 3 chirurgiens dans leurs pattes pour qu'ils puissent bénéficier de la technicité et de l'expertise de ces chirurgiens-là à Dakar. Mais ce n'est pas tous les jours que les chirurgiens français viennent en Afrique. En fait, vous avez besoin de mobilité, de pouvoir circuler, aller au séminaire, continuer la formation. Nous sommes le fruit de la médecine française. Personnellement, je suis le fruit de la médecine française. Et beaucoup comme moi. Mais vous avez fait vos études à Bamako. Mais avec l'enseignement français. Avec l'enseignement français, avec les médecins français, les professeurs français en partie. Et le médecin malien existait, mais ils étaient minoritaires. Donc ça nous a permis je dirais pas mon enseignement en médecine, mais depuis les classes primaires et secondaires, j'ai bénéficié de cet enseignement-là. Au second cycle, en 6e à l'époque, j'avais déjà des profs de français dans nos écoles. Donc c'est une culture française. C'est difficile de se séparer de cette culture française-là. Et il faut tout recommencer à zéro. Je ne crois pas que nous en ayons la possibilité. Ça risque de prendre du temps. Ça risque de prendre du temps. Il y a une actualité en France en ce moment qui mobilise des jeunes dans la rue. C'est l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants qui viennent étrangers, qui viennent étudier en France, hors Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Est-ce que ça vous inquiète, puisque vous dites... La France a ses réalités. Elle prend des mesures qui l'arrangent. Mais nous sollicitons la clémence des autorités françaises pour nous aider à aller de l'avant. Et pour cela, nous avons besoin de former nos jeunes. Donc, nous demandons un peu plus d'indulgence des autorités françaises pour que nos jeunes puissent être formés et participer à leur retour au développement de nos pays. Certains se plaignent aussi de la fuite des cerveaux, de ce risque de voir une sorte d'hémorragie des gens qui sont les plus compétents de l'Afrique, qui sortent aller travailler ailleurs, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un argument ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne craignez pas vraiment? Il y a la fuite basée sur les difficultés économiques. Il y a aussi la fuite basée sur le manque de moyens de mise en application de la formation. C'est difficile dans nos pays. Vous dire que c'est le premier centre de chirurgie cardiovasculaire à cœur ouvert qui vient d'être inauguré seulement depuis le 10 septembre. Et avant le 10 septembre, même si vous êtes chirurgien cardiovasculaire, qu'est-ce que vous allez faire? Mais il y a aussi une autre fuite. Il y a la fuite pour gagner plus. Il y a la fuite pour gagner plus parce que les salaires n'ont pas toujours été à la hauteur. Combien gagne un médecin C'est difficile parce que pour faire la médecine, il faut faire les 12 années pour avoir le baccalauréat. Il faut faire au minimum 6-7 ans, parfois 8 ans pour finir son diplôme de médecine. Non, pour finir son diplôme de médecine. Ensuite, il faut faire pour les chirurgiens minimum 5 ans de spécialisation. Plus les 8, ça vous ramène à 12 ans. Et si vous avez fini avec cette spécialisation-là, après 12 ans, vous n'êtes pas encore au point, parce qu'il faut être accompagné. C'est ce que la chaîne de l'espoir est en train de faire. Il faut peut-être 1 an, 2 ans. Vous êtes à 14, 15 ans avant de rentrer pleinement dans la vie active et productive. Et pour un salaire parfois ridicule, 300 euros, 200 euros,
Mais c'est encore mieux, alors que c'est encore mieux, parce que moi, je n'avais pas 100 € quand je commençais comme médecin de campagne. Vous avez fait 6 ans de médecine de brousse. Hein, j'ai fait 5 ans de médecine de brousse. Et je n'avais pas 100 € par mois. Pas 100 € par mois. Et je pouvais faire 2 mois, 3 mois sans avoir mon salaire. Alors donc aujourd'hui, c'est encore meilleur qu'à mon époque. Et alors un jeune chirurgien, il peut espérer, qui fait de la cardiologie au Mali aujourd'hui, il peut espérer être payé combien? Il peut espérer payer assez dignement par rapport à nos débuts, mais c'est toujours insuffisant pour pouvoir mener une vie à la hauteur de ses ambitions. Parce que pour consacrer 14 ans, 15 ans d'une vie dans un domaine précis, on espère pouvoir avoir une maison, une voiture, parce que chez nous, les moyens de transport communs ne sont pas développés. Il faut quand même se loger dignement. Il faut envoyer ses enfants à l'école, etc. Et le salaire qu'ils gagnent suffirait à peine pour couvrir ces dépenses-là. Donc, un effort est à faire dans ce sens, mais il va de soi aussi qu'on en appelle à leur esprit de sacrifice, parce qu'on est dans un pays où les moyens n'existent pas. Des aînés avant eux ont accepté de faire le sacrifice pour qu'aujourd'hui soit. Donc, il est indéniable que pour ceux qui veulent du pays et le développement futur du pays, qu'ils acceptent aussi de donner beaucoup d'eux-mêmes pour que demain soit meilleur pour les générations à venir. Vous-même, vous avez pensé à un certain moment à partir et à exercer votre métier? Ça m'a effleuré l'esprit, mais... À quel moment? Pourquoi? Quand j'étais en campagne et que je n'avais pas 100 € par mois et que je faisais 2 mois, 3 mois sans rien percevoir, à un moment donné, ça m'a effleuré l'esprit de m'en aller. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que je suis dans un pays où on peut être aimé, adulé. Vous êtes reconnu par les uns et les autres. Vous venez dans un pays où vous êtes anonyme. Les plus grands de ce pays-là, quand ils sortent, ils sont complètement anonymes. Dans mon pays, je suis reconnu, je suis peut-être aimé. En tout cas, je vis parmi les siens. Je pense que c'est un bonheur. C'est le plus précieux, c'est le plus précieux. Aujourd'hui, on entend tous ces drames des jeunes qui quittent le Mali, le Niger, enfin, et qui traversent le désert, qui se retrouvent en Libye, où on sait que la situation est absolument effroyable. Est-ce que dans votre pays, il y a des mesures qui sont prises? Est-ce qu'on fait en sorte de trouver des incitations pour que les jeunes restent et qui trouvent de quoi vivre? Certainement, parce que personne ne peut être indifférent à ceci. Mais ces jeunes qui partent là, ce n'est pas de gaieté de cœur. Hein. Ça, c'est absolument certain. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Qu'est-ce qui vous reste quand vous n'avez plus rien? Qu'est-ce qui vous reste? Autant tenter, même si c'est 1 cas sur 10 ou 1 cas sur 100, d'aller et de trouver quelque chose pour venir en aide à sa communauté, que de rester là et périr avec toute la communauté. Parce que quand vous êtes dans une région très reculée, vous n'avez ni l'eau, ni l'électricité, vous n'avez même pas à manger, qu'est-ce qui vous reste? Ça me rappelle une anecdote d'un Européen qui posait la question à quelqu'un qu'il avait rencontré en Afrique, il lui demandait « Quel âge vous avez ?» La personne disait « Je ne sais pas ». L'Européen était étonné parce que lui, il connaît l'âge de ses parents, de ses enfants, de lui-même. Il fête les anniversaires, ils envoient des cadeaux. Il dit « Mais comment ça se fait? Vous ne connaissez pas ?» Il dit « À quoi ça sert? La vie est tellement pénible, à quoi ça sert de le savoir? Chaque jour est une pénitence. Vivre et mourir, la mort est parfois une délivrance. Quand un individu est dans ce genre de situation, vous pensez que tenter une aventure où il risque de mourir, il n'a plus rien à perdre. Oui. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. J'aimerais vous faire entendre un autre médecin, docteur Diarra, Denis Mukwege. Il a reçu lundi à Oslo le prix Nobel de la paix pour le combat qu'il mène pour sauver des femmes victimes de viols et de mutilations. Il est connu sous le nom de celui qui répare les femmes dans son hôpital de Panzi, dans la ville de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. On écoute un bref extrait de son discours à Oslo lors de la remise de son prix.
Agir, c'est un choix de soutenir ou non une femme, de la protéger ou non, de défendre ou non ses droits, de se battre ou non à ses côtés dans les pays ravagés par les conflits. Finalement, c'est un choix de construire ou non la paix dans les pays en conflit. Agir, c'est tout simplement refuser l'indifférence. S'il faut faire la guerre, c'est la guerre contre l'indifférence qui ronge nos sociétés aujourd'hui. Ces mots du docteur Mukwege, docteur Diarra, ils résonnent particulièrement pour vous? Très bien. Je m'associe pleinement à ce qu'il est en train de dire et j'aimerais que ceci soit partagé par l'ensemble des peuples africains. C'est des mots assez importants pour inverser aujourd'hui la si tendance. nous prenons conscience de cela, je pense que ça pourrait inverser. C'est ensemble qu'on peut aller de l'avant. Mais on cherche ce petit déclic qui va faire justement qu'il y ait moins de départs en migration et qu'il y ait cette prise de conscience des politiques. Qu'est-ce que ça va être, ce petit déclic? C'est des mots et c'est des prix Nobel? C'est ce genre de choses? C'est le dos au mur. Arrivera un moment où tout le monde aura le dos au mur et vous serez obligé de changer, de prendre conscience, de vouloir aller de l'avant, de ne plus accepter n'importe quoi, n'importe comment et par n'importe qui. Il parle d'agir, le docteur Mukwege. Et il faut agir. Docteur Diarra, vous avez été médecin du président malien Ibeka pendant un certain temps, avant de prendre ses dernières responsabilités. Et ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les chefs d'État africains vont se faire soigner à l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Les chefs d'État africains se font rarement soigner chez eux. Il nous reste une minute. Bouche cousue. Voilà, vous ne souhaitez pas répondre à cette question? Je ne souhaite pas répondre à cette question parce que j'ai prêté le serment de ne pas dévoiler les relations qui m'unissent avec mes patients. Mais est-ce que vous pensez que c'est une nécessité ou est-ce qu'il pourrait? Je souhaite ne pas répondre à la question. Vous ne souhaitez pas répondre. Nous arrivons presque au terme de cette mission. On a compris, docteur Diarra, que vous souhaitiez aussi participer à cette émission parce qu'elle est diffusée partout dans le monde, elle est diffusée à Bamako, pour appeler vos concitoyens à réagir. Je n'ai pas bien compris la question. Vous avez aussi souhaité participer à cette émission qui est diffusée à Bamako, pour appeler vos concitoyens à une réaction et peut-être même à une participation au projet. À une participation au projet parce que j'ai dit que la chaîne de l'espoir ne sera pas là indéfiniment à notre côté. C'est même indigne pour nous d'accepter que la chaîne de l'espoir reste à nos côtés. Nous ne voulons pas de perfusion continue. La chaîne de l'espoir nous a aidés à nous mettre les pieds à l'étrier, à nous maintenant d'aller de l'avant. D'agir. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, docteur Diarra, d'avoir répondu à nos questions, celles de TV5 Monde, à celles de RFI avec Sophie Malibaud et du journal Le Monde avec Marilyn Baumard. Merci à vous tous pour votre fidélité. C'était la dernière émission de cette année 2018. On se retrouve maintenant en 2019, le 13 janvier prochain. D'ici là, de très belles fêtes de fin d'année. Une année 2018 qui aura été riche en actualité dans le monde. Nous continuerons avec nos invités à la décrypter, à commenter, l'analyser pour vous en 2019. À très bientôt.